Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Retour de la guerre dans l'imaginaire et sciences sociales. L'extériorité de la guerre en sciences sociales. Premièrement, de nombreux facteurs dans l'histoire du développement des sciences sociales, politiques sont susceptibles d'éclairer cette norme de l'extériorité constante de phénomènes guerre. On s'intéressera ici essentiellement aux origines de disciplines en particulier car les idées qui ont dominé lors de l'émergence des sciences sociales et politiques au début du XIXe siècle sous forme pré-scientifique ont semblé, après de multiples péripéties historiques, trouver confirmation dans la pacification de l'espèce post-guerre froide, comme si leurs auteurs n'avaient finalement en tort que d'avoir raison froide d'avoir raison trop tôt. Ces idées ont en tout cas modélé l'appréhension sociopolitique des phénomènes militaires jusqu'à nos jours de façon plus ou moins consciente. Les sciences sociales et politiques émergentes partagées ont en effet une hypothèse forte et centrale, le futur de la modernité se confondant avec l'Europe. Après la Révolution française, et la guerre napoléonienne se déploiera sur le mode d'évolution nécessaire, évolutionnisme vers la paix perpétuelle grâce au développement de la démocratie et de la science société industrielle dont les principes sont par définition opposés à la guerre. Les précurseurs que sont Saint-Simon, Auguste Comte et Alexis de Tocqueville vont au sortir de la période de transformation et de violence politique allant de 1789 à 1815, tenter de renouer le fils de l'histoire en finissant de déchirer de leur temps la charnière entre deux mondes, deux types de sociétés opposées. L'histoire et son sens s'appréhender sous une forme se revendiquant d'avoir ce savoir positif occupé ainsi en propriété l'esprit et la collaboration des philosophes Claude Henri de Saint-Simon et Auguste Comte, inventeur de termes sociologie, avec eux débute une période où les théories totales embrassant l'évolution sociale et spirituelle de l'humanité seront à l'honneur au sein de leurs réflexions d'ensemble sur l'avènement de la société industrielle. Les questions relatives à la guerre et aux armées sont centrales. Avant qu'Auguste Comte ne devienne le secrétaire de Saint-Simon, la pensée de ce dernier est principalement d'inspiration libérale, notamment dans l'industrie 1817. Il participe plus du développement de l'économie politique que de la sociologie. La modernisation du travail et des échanges est conçu comme antithétique du maintien et des institutions d'anciens régimes, en particulier de l'institution militaire. Les militaires sont dans le contexte d'émergence de la civilisation industrielle, des parasites improductifs, tandis que la politique réduite à l'activité sanglante et mesquine des principes déchus est destinée à dépérir avec l'habitude de trancher le conflit par les armes, emprunté à Charles Comte, cofondateur de la revue libérale Le Censeur. La célèbre distinction entre le régime militaire ou gouvernemental et le régime libéral et industriel bénéficiera d'une publicité croissante au long du XIXe siècle. L'économie libérale classique repose ainsi sur l'idée que l'émergence de la société industrielle rend la politique en tant qu'art de gouverner et de s'imposer aux autres nations, dont il est supposé que l'unique objet est l'acquisition de richesses aussi superflues que le moyen ultime de son action et la violence armée. C'est dans ce fameux cours pour philosophie positive 1830-1842 que l'on trouve la doctrine d'Auguste Comte sous une forme aboutie.
abouti. C'est-à-dire le thèse de l'industrie révisée est organisée en système, compte rendre l'idée de l'opposition de l'esprit militaire et de l'esprit industriel comme moteur de développement historique de sociétés européennes, mais cherche à théoriser la fonction et la nécessité des faits et de leur succession. L'ensemble porte le nom de loi de trois États. Toute société comme tout individu n'a que deux buts d'activité possibles: la conquête, l'action violente de l'homme sur l'homme, ou la production, la transformation pour l'espèce humaine de ressources naturelles. Le but militaire était au fondement de l'ancien système social, le but industriel est celui du nouveau. Au cours d'une évolution historique caractérisée par le déclin de la conquête et la montée en puissance de la production, les sociétés européennes sont passées par trois étapes de développement, dont chacune correspond à un état social et spirituel particulier. Tout d'abord, l'état théologique, au sein duquel la morale religieuse constitue le principe de légitimité d'une organisation sociale adaptée au but principal militaire de l'activité de collectivité. Ensuite, l'état métaphysique, sorte d'état transitoire qui tend à rendre dominante une morale juridique au moment où l'organisation sociale reprend de plus en plus au double impératif de la guerre et de la production. Enfin, l'état positif, état historique final, susceptible d'un perfectionnement illimité, qui voit s'imposer une morale positive, édifice scientifico-religieux dans le contexte d'une société entièrement tournée vers la production industrielle. Au fur et à mesure du processus historique de transformation, le phénomène guerrier subit une érosion régulière. Alexis de Tocqueville estime quant à lui que le processus de démocratisation des sociétés occidentales possède une influence et une intelligibilité historique supérieure à celle du développement industriel. Il consacre quelques chapitres de son ouvrage le plus célèbre de la démocratie en Amérique, 1835-1840, aux relations qui liaient le peuple démocratique à la violence armée, comparativement à celle qu'entretenaient avec elle les nations et armées aristocratiques. En accord avec Saint-Simon et compte sur le futur pacifique de sociétés européennes, Tocqueville estime toutefois que le facteur primordial en est le développement inéluctable de l'égalité démocratique et en donnant accès à la propriété à un nombre croissant d'individus, le rend de plus en plus sensibles à la conservation de leurs biens matériels. Par ailleurs, l'habitude de relations égalitaires entre les hommes crée des inclinations à la mansuétude et à la pitié, empathie qui érodait le mœurs guerrières. Tocqueville se méfie néanmoins d'armées qui, au sein des sociétés démocratiques, auront tendance à vouloir la guerre. Par ambition démocratique d'avancement et de carrière, malgré tout, si pour Tocqueville l'égalité incite à l'industrie et au commerce, si les intérêts des peuples démocratiques sont suffisamment mêlés pour qu'aucun ne se lance à la légère dans des guerres nuisibles à tout, la disparition de la guerre n'est cependant pas pour tout de suite. Plus clairvoyant de tout, Tocqueville pense même que si une guerre éclate, l'entrelacement des intérêts nationaux pourrait conduire à un effet dévastateur en entraînant un grand nombre de nations dans le conflit. Cette philosophe de l'histoire évolutionniste est optimiste et s'appuie dans un contexte de paix européen après la guerre de la Révolution et de l'Empire, était marqué par l'influence du libéralisme, du socialisme et du technocratisme naissant, bien que divergentes sur de nombreux points. Les conceptions dominantes de l'époque ont un point commun majeur, l'idée que la modernité est anti-politique. Petite nation isolée, doublée au sein de la société, l'armée n'intéresse
les pionniers de sciences politiques et sociales que dans la mesure où elles constituent un stigmate du passé à faire disparaître et à transformer en organisation industrielle et en police du travail, que ce soit grâce au développement du marché, à une révolution dans le rapport de classe, au perfectionnement de leurs capacités techniques et administratives, les sociétés modernes s'autoréguleront et n'auront plus besoin du gouvernement. Une fois c'est la posée, le raisonnement est le suivant. Plus de gouvernement, plus de guerre. Plus de guerre, plus d'armée. Tout cela nous paraître lointain de 2 siècles plus tard, à partir du milieu du 19e siècle. Puis, plus franchement, après la guerre franco-prussienne de 1870, l'infléchissement des idées dominantes sera notable. L'optimisme pacifiste du début du siècle cédera en partie la place à un premier retour de la guerre dans la pensée et dans les faits, mais sous des formes nouvelles où la violence politique armée, l'industrie et la démocratie se trouveront mêlées plutôt qu'opposées. Les deux guerres mondiales semblent même signer la mort définitive des idées de précurseurs de sciences sociales et politiques. Il faut réaliser un saut historique vers la construction puis la pacification post-guerre froide pour qu'elle n'apparaisse finalement plus aussi irréaliste. Reste que ces théories de l'histoire ont façonné les espoirs et l'imaginaire à travers le temps et qu'elles ont profondément et durablement marqué la culture intellectuelle de sciences sociales et politiques en faisant de la guerre un objet d'un autre temps et d'un autre monde. Voilà notre intervention intitulée Retour de la guerre dans l'imaginaire et sciences sociales est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.